Et voilà, l'événement a officiellement commencé. Héloïse et Christophe. Alors, on va attendre que, donc là, le signal a été envoyé aux inscrits, que l'événement a commencé, donc ils vont, arriver, dans les prochaines minutes. Enfin, ils ont commencé à se connecter, mais ils vont continuer à arriver. Donc je vous propose qu'on commence dans 2-3 minutes. Parfait. Ça marche. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour à toutes et tous. Je vois que vous êtes nombreux à vous connecter petit à petit. On va démarrer dans quelques minutes. Merci de votre patience. À tout de suite. Hello. Je vous propose de commencer. Avec plaisir. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre, ce matin pour notre 3e ou 4e webinaire Nautilus, je me souviens plus. Toujours sur des problématiques, clés de la transition énergétique avec, toujours la même approche qui est, le problème, dans sa globalité et les solutions qu'on peut apporter. Ce matin, on a avec nous Héloïse Barba et Christophe Martin, qui vont se présenter avant qu'on commence. Donc on aura 30 minutes de présentation des enjeux, des solutions, de la réglementation qui évolue et aussi de l'impact de la logistique urbaine. Et une session ensuite de questions-réponses. L'intérêt, c'est que la session soit la plus vivante possible. Pour poser vos questions, vous avez la possibilité de le faire pendant la première demi-heure en allant sur l'onglet questions et non pas chat, s'il vous plaît. Donc bien viser l'onglet questions. Pourquoi cet onglet? Parce que ça nous permet en fait de répondre au fur et à mesure par écrit, si le temps et la dispo le permet, sachant qu'ensuite, pendant la session de Q&A, évidemment, on pourra aussi prendre les questions au fur et à mesure. Voilà. J'ajoute aussi que c'est un webinaire qui est enregistré, donc vous aurez l'occasion de pouvoir revoir des points que vous n'aurez pas très bien compris sur la rediffusion et que la présentation sera diffusée aux participants. Quelques mots de Nautilus pour commencer. Donc Nautilus Énergie, c'est une société focus dans la transition énergétique, sans grande surprise, avec plusieurs types d'activités, mais principalement du conseil strat pour les apporteurs de solutions en matière de transition énergétique, donc les entreprises qui vont apporter les offres qui vont avoir un impact en matière de décarbonation des activités économiques et commerciales. Et à côté de ça, également une activité d'investissement dans des startups de la transition énergétique, donc toujours la même logique, apporter des solutions pour la transition. Héloïse, Christophe, je vous laisse vous présenter. Merci Ahmed. Je vais démarrer. Merci beaucoup.
beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Héloïse Barba. Donc moi, j'ai 2 casquettes au service de la décarbonation des entreprises. La casquette avec laquelle je suis aujourd'hui, c'est celle de cofondatrice de Cosicoli. C'est une solution qui permet la création de voisins relais, donc comme des points relais, sauf qu'il s'agit de particuliers qui sont chez eux et qui sont rémunérés. Et ça permet notamment la massification des livraisons dans ces points de relais. Et ça permet aussi d'éviter les échecs de livraison, donc 2 problématiques dont on va parler tout à l'heure et qui permettent de décarboner la livraison de colis. Et ma deuxième casquette, c'est que j'accompagne aussi des entreprises qui veulent repenser leur business model pour mieux prendre en compte les limites planétaires, et donc entre autres les enjeux les enjeux climat et carbone. Et je les aide aussi à mettre en place des stratégies de décarbonation. C'est tout pour moi. Christophe, je te passe le micro. Merci Héloïse, merci Ahmed. Donc Christophe Martin, je suis le cofondateur de Deliver Me City. Avec Deliver Me City, nous, on a essayé de s'attaquer au problème de la livraison urbaine, dans laquelle une livraison, le livreur, une fois sur 2, trouve porte close. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne vous demande pas, en tant que consommateur, quand est-ce que vous êtes disponible. Donc c'est pour ça qu'on a créé Deliver Me City. C'est la solution urbaine de livraison sur rendez-vous, 30 minutes, 1 heure ou 2 heures, 100% flexible dans le temps et dans l'espace jusqu'à 1 heure avant, et qui va être 100% décarboné. Grâce à ça, on va diviser par quasiment 50 le taux d'échec, puisqu'on va trouver quasiment à 100% des cas le destinataire final chez lui, puisque c'est lui qui aura choisi son créneau. Voilà pour Deliver Me City. Super, merci Christophe, merci Héloïse. Donc on peut passer à la présentation introductive. On va avoir une contextualisation de la problématique de la logistique urbaine au regard des enjeux de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Un petit point aussi réglementaire, avant d'entrer dans les sujets plus opérationnels, projets et innovation, c'est-à-dire la partie solution. Comment on fait pour, à l'aune du diagnostic qu'on a posé, décarboner durablement l'empreinte de la logistique urbaine. On va commencer donc par quelques éléments d'introduction qui sont en fait des éléments de contexte. Quel est l'enjeu du point de vue de la lutte contre le dérèglement climatique? Et puis là, je vais certainement vous donner des éléments que vous avez ressentis au quotidien dans votre vie si vous habitez dans une grande ville ou que vous avez aussi connu parce que vous êtes un professionnel du secteur. La logistique urbaine, c'est une activité qui se développe rapidement. Et alors, on peut dire que les chiffres sont un peu biaisés puisque notre point de référence, c'est 2020 par rapport à 2019. Donc, l'effet Covid est pleinement computé sur le boom de la logistique urbaine. Il n'en reste pas moins qu'on a des progressions qui sont assez impressionnantes ces dernières années en termes de vente en ligne, en termes de mouvements de marchandises. Si on prend par exemple le nombre de mouvements de marchandises hebdomadaires en Île-de-France, en termes d'ambition aussi des entreprises du secteur, Amazon qui annonce qui prévoit d'ouvrir des centres de livraison, 5 à 10 centres de livraison tous les ans dans les prochaines années en France, ou un montant d'investissement des acteurs de la logistique qui ont besoin de s'équiper au regard de la progression de l'activité. Mais en face de ça, on a l'impact que génère la croissance de cette activité. Et pareil, ici aussi, ce sont des éléments que vous connaissez probablement ou que vous ressentez si vous vous déplacez en ville. En termes d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique, on a des estimations qui nous disent que 50% du diesel consommé en ville, par exemple, est utilisé pour des livraisons, que les émissions de cette activité représentent 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre au global dans l'empreinte carbone, des émissions carbone, pardon, au niveau national ou dans les villes. Excusez-moi, là, pour le coup, j'ai un doute. On a aussi dans les effets très concrets la notion de congestion dont on fait l'expérience, une responsabilité de la logistique urbaine en matière de congestion ou d'occupation de la voirie qui sont relativement importantes. Et également une responsabilité en matière de pollution de l'air. Donc là, on n'est plus sur les émissions de gaz à effet de serre, mais on est sur la notion de polluant atmosphérique, c'est-à-dire qu'on entre dans une notion de santé publique cette fois, puisque ces polluants atmosphériques ont un impact sur la santé.
Peut-être, Christophe, tu peux aussi nous donner quelques éléments business sur les attentes des consommateurs vis-à-vis de cette logistique urbaine? Oui, c'est vrai, Ahmed, que quand on parle de logistique urbaine, on parle de quel est l'impact, quelles sont les contraintes d'un point de vue des métiers, mais il faut aussi regarder le côté consommateur, qu'est-ce qu'ils attendent les consommateurs, et puis c'est pas une surprise, les consommateurs, ils sont exigeants sur tout. La première attente, c'est la précision, hein, c'est quelque chose qui parfois surprend, mais 77% des consommateurs, c'est une étude IFOP, préfèrent une option de livraison sur rendez-vous plutôt qu'une livraison express en 1 heure. Donc la notion de précision, elle est bien plus importante que la notion de vitesse. Il y a d'autres études à l'étranger qui montrent ça aussi. Il y a évidemment une attente environnementale, 73% qui souhaitent des options de livraison responsables. Il y a aussi une attente d'un point de vue social, hein, responsabilité sociale. On a vu avec l'émergence des plateformes, les gens commencent à être sensibilisés à cet impact-là et 87% estiment que les plateformes doivent être responsables socialement, plus responsables des travailleurs. Et puis il y a une dernière demande, hein, c'est la livraison, la logistique urbaine, ça génère des contenants, des emballages. Il y a de plus en plus de gens qui estiment qu'il est important que le contenant, 85% estiment que le contenant, l'emballage doit pouvoir être réutilisé. Et il y a même 77% des gens, des consommateurs qui souhaitent une généralisation des consignes. Donc on voit en fait que les consommateurs, ils veulent tout. Ils veulent de la précision, de l'environnement, et ils sont extrêmement concentrés là-dessus. Et en plus, la difficulté, c'est que quand le consommateur il a une déception vis-à-vis de la livraison, il en veut directement au marchand, pas forcément au transporteur. Au transporteur dans un premier temps, mais directement au marchand derrière, puisque quand ça se passe pas bien, quand l'expérience de livraison se passe pas bien, 66%, donc 2/3, ne rachètent pas sur un site web. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte quand on réfléchit à la logistique urbaine, de prendre en compte aussi ces attentes consommateurs. Merci Christophe pour ce focus business. Comme tous les sujets de transition, il y a toujours un moment où on parle de réglementation. Pourquoi? Parce que la réglementation, donc du coup, tire les conséquences, elle les tire de plus en plus rapidement désormais, les conséquences des impacts négatifs d'activité au regard des émissions carbone, d'empreinte carbone ou de polluants atmosphériques. Et d'une certaine manière, en fait, cette réglementation, elle va sur le long terme transformer en fait les aspects techniques, business, organisationnels de ces métiers. Donc, pour la logistique urbaine, en tant que composante des transports et donc identifiée comme un secteur à décarboner globalement pour tenir les engagements de la France au regard de l'accord de Paris et de la lutte contre le dérèglement climatique, et bien cette logistique urbaine va être traitée d'un point de vue réglementaire pour l'orienter vers une activité durable. Et donc, sur les principaux éléments qu'on peut recenser au regard de cette réglementation, eh bien, on a d'abord les engagements pris par la France. La France a pris des engagements de lutte contre le dérèglement climatique qui se traduisent par une réduction des émissions nationales. Et cette réduction est programmée dans différents textes législatifs et réglementaires, en particulier la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie de mobilité durable, qui sont des documents qui vont être actualisés l'été prochain. Et pour la stratégie nationale bas carbone en cours, on a cette notion de réduction de 28% des émissions de gaz à effet de serre du transport en 2030 par rapport à 2015. Donc ça, c'est un objectif politique, mais c'est aussi un objectif qui lie la France au regard des engagements pris au niveau européen et au niveau international. Et à partir de cet objectif de réduction, eh bien, on va avoir tout un tas de réglementations qui vont affecter différents aspects de l'activité de logistique urbaine. La principale qu'on connaît et qu'on a en tête, c'est celle de l'introduction des zones à faible émission. Donc, ce sont des zones qui, par définition, vont restreindre l'accès à certains véhicules qui sont les plus émetteurs. Et cette classification des zones à faible émission va se diffuser dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2024. Donc, l'objectif devient cette fois contraignant, là où il a commencé par être plutôt d'ordre volontaire, avec Paris, Grenoble et Lyon qui avaient été à l'initiative en fait sur ces expérimentations de zones à faible émission. Et ce sujet est éminemment stratégique puisqu'il pose des conditions très drastiques sur les conditions d'accès aux villes et donc par définition un impact très très fort sur la logistique urbaine. Christophe aussi pourra nous donner un retour d'expérience plus opérationnel sur ce que ça signifie concrètement.
En termes de motorisation aussi, puisqu'on parle de véhicules principalement, même si on va voir que de nouvelles formes apparaissent pour la livraison du dernier kilomètre, eh bien, on a des objectifs dans la loi ou dans la réglementation qui ont un impact sur les véhicules utilisés dans cette logistique du dernier kilomètre, comme par exemple l'objectif de verdissement progressif des flottes professionnelles, qui est compris dans la loi d'orientation des mobilités de 2018, si mes souvenirs sont bons, 2019, je ne me souviens plus, pardon, et l'actualisation régulière des normes CAFE, donc ce sont des normes européennes, qui sont des normes d'efficacité et d'émission des motorisations électriques. Donc, par définition, en fait, tout est lié. Les normes CAFE sont utilisées comme référence générale sur les technologies au regard des émissions qu'elles produisent. Et ces seuils sont réemployés ensuite pour des législations ou des réglementations comme celle du verdissement de flotte ou des zones à faible émission. Christophe, tu avais un point plus concret sur l'impact sur ce que représente en fait, d'un point de vue opérationnel, la mise en place progressive des zones à faible émission. Oui, tout à fait, et notamment pour les professionnels dont on parle là dans la logistique urbaine. Comme tu disais, Ahmed, d'ici 31 décembre 2024, donc à partir de 1er janvier 2025, il y a des contraintes fortes qui s'exercent. Et quand on regarde d'où on part et où on est aujourd'hui, il y a cette étude WC qui est assez intéressante, qui montre que quand on regarde juste le parc professionnel, il y a 53% du parc qui est des véhicules utilitaires légers. C'est la première partie en haut du slide qui est concernée, qui serait critère 3 et plus, et qui ne rentrerait pas en ville, et y compris sur la deuxième partie, les poids lourds, qui doivent quand même pouvoir accéder. Quand on pense par exemple au Grand Paris, c'est toute la zone à l'intérieur de la 86, donc ils doivent pouvoir accéder au moins pour apporter les flux. Et là, on voit qu'on est encore sur un parc poids lourd qui est à 99% diesel, dont 36% en critère 3 et plus. Donc on voit qu'il y a un chemin assez important à parcourir dans un laps de temps qui est vraiment très court. Et en complément de ces éléments réglementaires, on a aussi une notion de soutien des pouvoirs publics à la transformation de la logistique urbaine. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces projets, mais c'est juste pour les mentionner et pour dire qu'ils existent. Donc, on a toujours la carotte et le bâton dans ces objectifs de transition. Et dans la partie carotte, on a un soutien renforcé pour le développement de la cyclo-logistique, avec des aides qui sont fournies à la livraison de colis pour la livraison qui relève de la cyclo-logistique. On a du soutien à la transformation des flottes vers la mobilité électrique. On a du soutien pour s'équiper en borne, mais aussi pour acquérir des véhicules électriques. On a des commissions interministérielles qui résonnent au niveau national pour diffuser les bonnes pratiques, pour engager les collectivités territoriales, ça c'est un point important, pour engager les collectivités territoriales dans le sujet d'organisation de la logistique urbaine, puisqu'on verra que la logistique urbaine, c'est certes des déplacements, mais c'est aussi de l'immobilier et de l'aménagement du territoire. Et on a des régions comme l'AMI Accompagnement des territoires de la région Île-de-France, des appels à manifestation d'intérêt qui vont encourager les acteurs privés à proposer des projets nouveaux que la région Île-de-France, par exemple, pourra accompagner et financer par des fonds publics pour transformer progressivement en fait, cette activité de logistique urbaine. Une fois qu'on a dit ça, donc ça, c'était vraiment la partie contexte. Par exemple, Christophe, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, pardon, mais juste sur la partie carotte, bâton, pardon, malheureusement, ou heureusement en tout cas, il va y avoir, les communes sont déjà en train de faire des appels d'offres pour des contrôles automatisés. Donc en fait, l'idée de se dire, les professionnels vont pouvoir passer entre les gouttes puisqu'il y en a beaucoup à contrôler, il y a déjà des appels d'offres pour faire lecture de plaque égale niveau critère, et donc si ça rentre pas, l'amende elle est envoyée automatiquement. Donc c'est quelque chose qui est déjà en cours. Ok. Voilà, je ferme la parenthèse. Il y a aussi du financier dans le bâton. Alors, sur la partie, donc là, on arrive plus sur les projets, l'opérationnel, les innovations, et d'une certaine manière, c'est une petite introduction avant cette partie. Et c'est une petite introduction d'ordre théorique, stratégique et aussi de compréhension. Donc, quand on parle de décarboner
la logistique urbaine, de quoi on parle exactement et comment on entre dans le sujet. Et là, on peut utiliser une approche qui ressemble peu ou prou à une équation de Kaya sectorielle et qui active les différents leviers de la transition énergétique que sont la sobriété, l'efficacité et la substitution, sachant que souvent, en fait, sobriété et efficacité, bon, ça peut pas mal se mélanger dans les esprits. Et l'idée là, c'est de remettre un peu d'ordre dans l'approche. Donc, quand on veut décarboner la logistique urbaine et qu'on entre dans le sujet à un niveau stratégique, en fait, on va décomposer les différents éléments de proposition de valeur du segment et on va rapporter ça à un levier de transition énergétique. Et donc, très concrètement, les sujets qu'on va aborder, ça va être réduire la quantité de logistique urbaine, donc en fait, ce qui se traduit par des tonnes-kilomètres, des tonnes à déplacer sur des kilomètres. Ensuite, on va limiter l'énergie consommée, donc la quantité de joules par kilomètre de tonnes déplacées. Et ensuite, on va verdir l'énergie consommée. Donc, c'est vraiment dans cet ordre qu'on entre dans le problème. La sobriété, l'efficacité, la substitution. Et c'est à ces conditions qu'on peut durablement transformer l'empreinte carbone de la logistique urbaine. Et donc, si on prend le problème d'un point de vue, cette fois, solution, ce qu'on va se dire, c'est je dois réduire la quantité de logistique urbaine. Et pour faire ça, je vais avoir des problématiques de planification urbaine, d'ordonnancement, de disposition d'espaces de logistique urbaine. Ensuite, je veux limiter la quantité d'énergie consommée. Pour ça, je vais optimiser les trajets, je vais probablement former les livreurs, choisir des types de véhicules adaptés pour limiter en fait la consommation d'énergie par kilomètre. Et à la fin, je vais avoir l'énergie que je consomme. Et cette énergie-là, il faut que je la verdisse au maximum. Et aujourd'hui, la principale piste qui est soutenue pour la logistique urbaine, donc du coup, dans des distances relativement modestes et relativement densifiées, c'est plutôt la solution de l'électrification qui est privilégiée. Et donc, à partir de cette approche qui s'apparente à une équation de Kaya, on va avoir, et c'est ce que Héloïse et Christophe vont nous présenter maintenant, différentes approches, différents projets, différentes innovations possibles pour décarboner durablement la logistique urbaine. Exactement. Merci Ahmed d'avoir détaillé ce cahier des charges finalement de la décarbonation dans la logistique urbaine. Si je reviens aux fondamentaux, finalement, la logistique urbaine, c'est deux choses. C'est à la fois des marchandises qu'on va déplacer, mais c'est aussi du stockage de marchandises. Et on va voir que ces deux aspects, déplacement et stockage, travaillent vraiment ensemble. Et on va regarder surtout d'un point de vue concret quelles sont du coup les innovations qu'on peut mettre en place pour répondre à cet impératif de décarbonation qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est très soumis à la réglementation, mais surtout implique énormément d'acteurs. On a des entreprises, on a des citoyens, on a des collectivités locales. Donc, comment est-ce qu'on peut et comment est-ce que les acteurs économiques se saisissent de ces occasions-là pour innover? Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Un des leviers d'innovation qui est mis en place et qui peut être encore davantage exploité pour décarboner la logistique urbaine, c'est la mutualisation. Donc ça, c'est un levier qui est très, très bien connu du milieu de la logistique, sauf que je voulais faire un retour un peu théorique sur la mutualisation pour voir qu'elle peut s'appliquer à énormément d'échelles pour pouvoir décarboner cette logistique urbaine. Évidemment, il y a la mutualisation à l'origine des flux de marchandises qui peut être opérée. Donc ça peut se faire à chaque fois qu'on va grouper des flux logistiques. Donc ça peut se faire à l'intérieur d'une entreprise. On peut aussi avoir des mutualisations qui ont lieu tout le long d'une filière. Donc là, déjà, on commence à avoir un scope qui est un peu plus large. Et on peut avoir aussi, tout en aval de la chaîne, des livraisons, par exemple, e-commerce, qui vont être groupées entre elles pour toujours utiliser un moyen de transport avec le plus de marchandises dedans, dans un objectif d'efficacité, comme on le mentionnait tout à l'heure. La mutualisation, elle peut aussi s'adresser aux infrastructures. Donc là, le meilleur exemple qu'on ait finalement, c'est la voirie aujourd'hui. Enfin, c'est une route, puisque depuis 30 ans, on a un report massif vers la logistique par la route. Mais il se trouve que la route n'est pas la seule infrastructure qu'on peut mettre en commun pour décarboner la logistique urbaine. Évidemment, on peut penser aussi au transport en commun,
qui peuvent avoir un usage qui va bien au-delà de uniquement transporter des personnes. On peut aussi envisager de transporter des marchandises par là. On peut aussi se réapproprier la voirie de façon différente selon l'heure. Donc, il y a pas mal d'innovations possibles ici aussi. Mutualiser les véhicules, cette fois-ci, ça va être tout ce qui est autour, par exemple, de l'autopartage, et ça va générer aussi des nouveaux business models qui sont plus autour uniquement de l'appartenance, enfin de la propriété d'un véhicule, mais plus de son partage. Donc là, ça va être tout le développement de flottes partagées, de leasing, donc ou d'autopartage au sens large, qui vont pouvoir être exploités. Les espaces aussi, les espaces urbains, on l'a vu tout à l'heure, ils peuvent aussi être davantage partagés et surtout leurs fonctions peuvent être beaucoup plus diversifiées. On va voir que dans certains cas, par exemple dans les espaces logistiques, là on peut avoir une forte réglementation, mais on va voir aussi qu'il y a pas mal d'acteurs innovants qui se sont saisis de ce levier-là. On peut mutualiser aussi des trajets. Ça se fait, par exemple, quand un trajet où on va livrer une marchandise permet aussi d'absorber un flux retour. Ça peut être un cas d'usage intéressant. Et on peut aussi mutualiser finalement les personnes en développant les compétences des personnes qui sont déjà impliquées dans cette logistique urbaine. Donc, ça peut être typiquement un livreur qui va plus seulement être un livreur, mais qui va être formé sur d'autres compétences et qui va pouvoir exercer des métiers complémentaires. Donc, et en plus, là, on aura un impact social qui sera aussi très positif. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que les acteurs se sont emparés de ces thématiques, donc de la mutualisation, comme on vient de voir, mais aussi de l'électrification et du report modal, comme on disait plus tôt. Du point de vue de la massification des flux de marchandises, c'était notre premier point de mutualisation. On peut citer évidemment des acteurs historiques du point relais. Donc là, je vous ai cité Mondial Relais et Pickup. Donc, qu'est-ce que c'est un point relais ? Finalement, c'est un endroit en hyper proximité où on va faire en sorte qu'arrive un maximum de marchandises, en l'occurrence B2C. Ça, c'est un levier historique. Et on a maintenant des acteurs des voisins relais. Donc, évidemment, chez nous, Cozy Colis, mais on a aussi Pick-me et Welco qui permettent de livrer beaucoup de colis chez des particuliers cette fois-ci. Et on a une autre approche qui est celle de Wheelie, cette fois-ci, qui se passe au niveau du retailer. Donc, c'est un retailer qui va choisir de livrer un seul point au lieu de plusieurs. Éviter les trajets inutiles, ça, c'est aussi un levier qui est très important. Donc là, on est dans l'efficacité. Les sociétés de livraison se sont déjà emparées de cette thématique en permettant de plus en plus de flexibilité à leurs utilisateurs. Donc, par exemple, chez DPD, dans tout le groupe DPD, d'ailleurs, pas seulement chez DPD, aussi chez Chronopost, on a la solution Predict, ou chez DHL, la ODD, le On-Demand Delivery, qui permettent ce qu'on appelle la deuxième intention. C'est si vous avez choisi de vous faire livrer chez vous et que finalement, vous savez que vous ne serez plus à la maison, vous pouvez modifier votre livraison, mais c'est des choses qui sont faites de façon encore plus fine chez des acteurs comme Delivery City, Christophe. Et on a aussi, par exemple, les solutions de voisins relais qui peuvent être utilisées comme replace, c'est-à-dire comme lieu de livraison s'il y a eu déjà un échec de livraison. Je passe à l'électrification du dernier kilomètre qui, on l'a vu, est très drivé par la réglementation et qui est saisie à bras-le-corps par beaucoup de logisticiens, par Chronopost, Amazon, des groupes comme le groupe Labattu, qui ont fait énormément d'investissements pour électrifier non seulement leurs véhicules légers, mais parfois aussi leurs poids lourds déjà. Et on a des solutions encore plus innovantes, parfois comme les robots autonomes, qui sont électriques aussi. Et là, on peut citer la société Almad, qui fait des livraisons de dernier kilomètre de façon autonome et électrifiée, du coup. Et évidemment, en matière de report modal, cette fois, on a tout le spectre de la cyclo-logistique qui est très, très important et à tel point que je voulais vous faire un focus même sur cette mobilité douce. Le vélo cargo, la cyclo-logistique, c'est vraiment en plein boom depuis au moins 5 années. Et on a un écosystème en France qui est très, très dynamique. Donc, pour l'instant, on a listé 46 fabricants. C'est peut-être plus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne suffisent pas à fournir toute la demande qu'on a dans ce secteur, puisque seulement un vélo cargo sur 5 qui est utilisé en France est produit en France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme souvent dans la logistique de dernier kilomètre,
On a toute une multitude d'usages qui est couverte ici. Donc, aussi bien dans le modèle économique, donc on peut acheter, on peut louer en leasing, on peut partager une flotte de vélos cargo. Ça, c'est pour la partie modèle économique, mais aussi sur la partie offre de vélos eux-mêmes. On a aussi tous les formats qui sont proposés. Donc, on va avoir le vélo cargo tel qu'on le connaît, on va avoir des triporteurs, des remorques. Et donc là, c'est encore une fois pour nous aider à couvrir un maximum de cas d'usage. Mais là, on a parlé de flux essentiellement, et vous allez me dire, un vélo cargo, c'est charmant, mais je ne fais pas exactement le même circuit de distribution avec mon vélo cargo qu'avec mon véhicule utilitaire léger. Et vous avez raison. Donc, ça veut dire qu'il faut passer aussi aux espaces de stockage. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le stockage de marchandises pour pouvoir décarboner la livraison urbaine? On a énormément d'exemples ici aussi. On a 2 dimensions qui sont finalement la redéfinition d'espaces de stockage existants, ou alors d'espaces qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas utilisés encore comme des espaces de stockage. Et on a aussi le fait de repenser nos espaces logistiques. Donc là, on va parler des espaces de logistique urbaine. Donc, pour ce qui est tout d'abord de la redéfinition d'espaces qui existent, mais qui n'étaient pas forcément consacrés au stockage, on peut penser à toutes les solutions qui permettent un stockage de marchandises sans création d'infrastructures. Donc là, on est vraiment dans des solutions qui sont très sobres. Et évidemment, on peut parler des solutions de voisins relais, puisque finalement, c'est finalement un garage ou une pièce existante ou le salon de particuliers qui va permettre le stockage de marchandises en courte durée. Mais Christophe, finalement, je vois que Deliver Me City, en fait, répond aussi un peu à cette fonction de stockage de proximité sans création d'infrastructure. Christophe, tu voulais nous parler de Deliver Me City? Est-ce qu'on a encore Christophe parmi nous? J'ai quelques inquiétudes. Tu as quelques inquiétudes. On va lui laisser du temps. J'ai l'impression qu'il est en apnée. J'espère pas. Mais, bon, écoute, voilà. Donc là, le signal est clair. Le temps qu'il reprenne son souffle. Voilà. Là, c'est bon, il est là. Ah, formidable. Christophe, donc, tu avais une passe décisive d'Héloïse pour. Absolument. Je voulais savoir dans quelle mesure Deliver Me City pouvait être considéré aussi comme une solution qui permet le stockage de proximité, mais sans création d'infrastructures nouvelles. Oui, effectivement, nous, notre approche, ça a été finalement une approche qui est de dire on ne va pas avoir une empreinte de foncier sur la ville. On va avoir des lieux de stockage qui sont hors de la ville, en périphérie, et puis on va utiliser ce qu'on appelle, nous, des hubs mobiles électriques. Donc, on va déplacer les colis dans des entrepôts mobiles, finalement, donc des véhicules utilitaires 100% décarbonés qui, eux, vont se déplacer. Et c'est un vélo qui va venir se réapprovisionner ou venir faire des retours de consigne, par exemple, auprès de ces hubs mobiles électriques, ce qui permet 2 avantages. Le premier, c'est qu'on va juste faire l'ultra dernier kilomètre en vélo cargo. C'est aussi ce qui nous permet d'être extrêmement flexible. Donc, si typiquement, je ne veux pas être livré au bureau entre midi et 12h30, mais plutôt ce soir chez moi, grâce à ça, en fait, c'est l'entrepôt qui va se déplacer et non pas le vélo, parce qu'un vélo cargo, s'il dépasse toute la journée avec la marchandise, c'est pas très efficace. On parlait d'efficacité tout à l'heure. Et puis, ça permet aussi de ne pas avoir d'empreinte sur le foncier. C'est aussi en termes de mutualisation des flux, c'est quelque chose qui est assez important, parce que quand on commence à avoir des micro-hubs, par exemple, en ville, on va devoir démultiplier les micro-hubs en ville, et l'optimisation, elle va se faire depuis ce micro-hub. Donc, je vais avoir une zone de couverture qui va être limitée, alors que quand je mets mon entrepôt en mobilité, finalement, cette mobilité, elle amplifie le champ d'action possible avec un véhicule utilitaire qui lui-même peut se charger, se décharger jusqu'à 4 fois dans la journée. Donc, j'ai beaucoup moins de véhicules utilitaires, j'ai beaucoup plus de flexibilité et j'ai beaucoup moins d'empreintes foncières sur la ville. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire dans ces logiques d'innovation, il y a des innovations qui sont, je repense des modèles qui existent déjà en les améliorant, ce que fait Cozy Collie. J'essaye de penser aussi des flux un petit peu différemment. Donc nous, avec cette logique c'est le destinataire qui choisit, donc on va plutôt avoir un flux tiré plutôt qu'un flux poussé. Mais avec ça, comme j'ai plus d'échecs de livraison en première intention,
je suis hyper efficace, je transporte pas des colis pour rien et en plus, quand je les transporte, ils sont décarbonés. Voilà, donc, et j'ai pas d'empreinte en ville sur le foncier. Donc, voilà, il faut bien regarder les choses non pas en opposition. Hein. Souvent, on a tendance à dire, bah, tiens, c'est la camionnette contre le vélo cargo, ceci contre cela. En fait, c'est la multimodalité et justement la jonction entre les différents modèles, les alternatives qu'on va pouvoir donner. Typiquement, demain, on pourrait aussi, avec Deliveroo City, remettre un colis chez un voisin Cozy Colis, ça serait tout à fait possible. Ouais. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir les éléments en complémentarité, non pas en opposition. C'est comme ça qu'on va réussir la transition énergétique. Évidemment, en se forçant, nous, c'est notre cas, nous, on se force pas, mais on est depuis le départ en 0% carbone. Mais voilà, il faut vraiment, ça permet ces contraintes-là, en fait, réglementaires et les contraintes des consommateurs. Quand on s'enlève de la tête que ce sont des contraintes et que ce sont des opportunités, ça permet de penser les choses différemment. Typiquement, ce que fait Louise avec Cozy Colis ou ce qu'on fait nous avec Deliveroo City. Et c'est un très bon exemple aussi comme souvent dans les thématiques de transition énergétique, de l'intérêt de penser en système et de dézoomer et de ne pas seulement optimiser un tout petit segment, mais de penser un petit peu plus large, voire avec d'autres acteurs aussi. Merci Christophe pour ce bel exemple. Il y a aussi des solutions qui passent par la création d'infrastructures qui peuvent être relativement légères. On pense par exemple aux casiers à colis qu'on peut installer chez des particuliers, donc typiquement dans des halls d'immeubles. Là, je pense à la société Box. Et ces mêmes boîtes à colis qui vont prendre la forme de lockers. Cette fois-ci, on peut les installer soit dans des magasins, soit dans des lieux publics. Donc là, il y a les acteurs traditionnels du point relais qui s'y sont beaucoup mis. Je pense beaucoup à Pickup, qui est présent sur la voie publique, dans les lieux publics, mais aussi dans des magasins, dans la grande distribution. Et c'est aussi un axe extrêmement fort de développement de la branche supply chain de Amazon, de Alibaba, de Cainiao, qui développe massivement ces armoires à colis dans toute l'Europe. Et donc, on parlait aussi justement tout à l'heure avec Christophe de la nécessité justement de repenser ces stocks et les endroits où sont positionnés ces stocks du fait de ces nouveaux modes de livraison. Parce que par exemple de la mobilité décarbonée ou électrique, ça a besoin de recharge, ça a potentiellement un volume plus faible embarqué. Et donc on voulait parler des espaces de logistique urbaine, qui sont un nouveau modèle qui se développe beaucoup. On voit que dans le PLU parisien, on a 62 parcelles qui ont été intégrées, qui sont proposées justement pour réaliser des espaces de logistique urbaine. Et donc, qu'est-ce que c'est ces espaces ? C'est des espaces qui vont être en hyper proximité, donc qui vont vraiment limiter ce qu'on appelle la périurbanisation logistique, donc ce phénomène qu'on voyait avec des entrepôts Amazon qui fleurissent en grande banlieue parisienne, par exemple. Donc les espaces de logistique urbaine, ça va vraiment à l'encontre de cette tendance-là. Ça va être des espaces qui vont être alimentés par d'autres espaces de stockage qui, eux, sont en périphérie, je dirais, intermédiaire. Et donc ces ELU, ils vont permettre justement de servir de point de recharge, donc de prendre des stocks dans son véhicule léger électrique ou alors dans son vélo cargo. Et c'est vraiment des espaces qui vont être en hypercentre. Donc, c'est beaucoup le modèle économique de Urbi, par exemple, qui va s'installer justement avec ses micro-hubs en proximité et en périphérie moyenne aussi. Colissimo aussi s'est installé sous le Louvre et avec un ELU qui est alimenté par un espace de stockage qui est à Pantin. Et donc, du coup, on a toutes sortes de véhicules électriques qui vont alimenter ces différents hubs. Donc, le petit hub central, là, on va avoir typiquement des vélos cargo ou des véhicules électriques légers qui vont en partir, tandis que les hubs intermédiaires, eux, seront plus alimentés par des poids lourds électriques. Un bon exemple de LU qui est poussé vraiment à un degré de raffinement assez avancé, c'est celui de Sogaris à Paris-la-Chapelle, dans le nord de Paris, qui, lui, va utiliser le fret ferroviaire parce qu'il est placé à proximité du réseau de la gare du Nord et qui va pousser la diversité des métiers assez loin puisqu'ils y ont aussi installé des bureaux
et des data centers et aussi une école de formation. Et là, en matière de transition énergétique, on va assez loin puisque les data centers, ils produisent de la chaleur qui vont même chauffer les bureaux et créer un système de chauffage urbain. Donc, on va bien au-delà de la logistique. Et là, on est typiquement dans des logiques de mutualisation et de complémentarité des activités qui permettent une transition qui est vraiment très vertueuse. Donc, j'espère, avec ces quelques exemples, vous avoir donné beaucoup d'idées pour contribuer à cette décarbonation de la logistique urbaine. Super. Merci beaucoup, Héloïse et Christophe. C'était hyper riche. Et on se réserve maintenant les dernières minutes pour une session de questions-réponses. Donc, Christophe s'enfuit. Pas la partie qui m'intéresse. Donc, du coup, c'est à toi que vont être adressées les questions, Héloïse. Avec plaisir. Et il y en a une qui, moi, j'aimerais bien commencer par une question peut-être sur un sujet qu'on a un peu moins abordé sur cette présentation, qui est la notion de coût. Souvent, la transition énergétique, en fait, elle va générer une inflation par le fait de la réglementation qui limite progressivement une modalité d'activité qui a été tellement développée et tellement passée à l'échelle qu'elle a été relativement amortie et arrivée à des coûts compétitifs. Et en face de ça, l'émergence de solutions nouvelles qui, par définition, sont nouvelles, donc encore beaucoup de potentiel d'innovation à venir et peut-être un positionnement coût-prix un peu plus élevé. Sachant qu'il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, le réconcilier, soit par une meilleure qualité, soit juste par le fait que ce sera désormais la seule solution qui marchera par rapport à d'autres. De ce point de vue-là, j'aurais bien aimé avoir votre analyse, ou en tout cas quelques éléments de jugement sur cette trajectoire des coûts, dès lors qu'on voit aussi que le monde de la logistique urbaine durable est quand même assez foisonnant, avec beaucoup d'acteurs et beaucoup d'organisations à prévoir en amont. Grande question. Christophe, tu veux démarrer? Oui, je peux démarrer. La question des coûts, vraiment, elle est fondamentale parce que c'est ce qui est le nerf de la guerre. Hein. C'est vrai que nous, pour approcher cette histoire de coût, il fallait vraiment réinventer ce modèle en se disant, ce qui fait que le coût est élevé aussi, c'est que finalement, ce qu'on fait actuellement n'est pas très performant. Quand on se dit qu'il y a 50% d'échecs de livraison, ça veut dire qu'il y a quand même un camion qui repart avec la moitié de ses colis qui ressort avec ou qui va les redéposer ailleurs. Donc voilà, en fait, il faut regarder sur l'intégralité de la chaîne, se dire, si j'améliore c'est une opportunité d'améliorer la performance. Et donc, si j'améliore la performance, en fait, mon coût, il diminue, puisque en livrant à 99% en première intention plutôt qu'à 50%, en fait, j'ai 2 fois moins de passages. Donc, en fait, je suis plus productif. Par ailleurs, le fait de justement combiner les modes, un vélo, ça va être 50% plus rapide qu'une camionnette en ville. Donc, en fait, je suis plus productif aussi en temps. La somme de tout ça, ça nous permet d'être à des coûts qui ne sont pas supérieurs au coût d'un transporteur traditionnel. Donc, c'est comme ça qu'il faut aussi regarder l'aspect. Et puis après, il faut peut-être aussi sortir de la logique la logistique urbaine n'est qu'un coût. C'est-à-dire que c'est aussi un investissement. Tout à l'heure, on le voyait dans les attentes consommateurs. Si la livraison se passe mal, dans 66% des cas, dans 2 tiers des cas, je perds le client. Donc, en fait, est-ce qu'il vaut mieux économiser quelques dizaines de centimes pour avoir le coût le plus bas, compte tenu de mes coûts d'acquisition, compte tenu de tout ce que j'investis par ailleurs sur mon site, plutôt que d'essayer d'être extrêmement performant et de créer de la valeur là-dessus. Nous, on a des partenaires qui augmentent sensiblement leur niveau de satisfaction client, et donc ça devient un facteur extrêmement important de différenciation. Tout le monde se dit, on a attendu Amazon pour se rendre compte que la livraison, c'était différenciant. Maintenant, il faut passer à une étape après, qui n'est pas la livraison rapide, mais qui est la livraison peut-être au bon moment, et de recréer une différenciation. Encore une fois, les contraintes, elles vont s'imposer à tous. Les contraintes de ZFE, elles vont s'imposer à tous. Donc la question, c'est pas de savoir est-ce que je vais devoir le faire. Il faut le faire. Et donc comment, compte tenu de cette contrainte-là et des demandes des consommateurs, comment je repense mon modèle. Et nous, on arrive à démontrer que c'est pas forcément plus cher. Ouais. Intéressant. Hyper intéressant. Un point pour compléter cette réponse, c'est aussi que, effectivement, l'enjeu des coûts, il est hyper saillant, et spécialement dans la logistique de dernier kilomètre où on sait que les marges sont extrêmement faibles. Et sur la partie innovation, j'ai parlé des modèles qui existent et qui sont viables.
Il y a aussi énormément d'entreprises ou de secteurs entiers qui disparaissent. On pense au quick commerce, aux Gorillaz, Frishti, Getir et autres. On voit bien que trouver des modèles économiques, c'est un véritable challenge. Mais moi, je pense aussi que la réglementation va nous aider à gérer cet enjeu coût et à voir aussi des opportunités qui jusque-là n'existaient pas. Ça nous force aussi à repenser la logistique différemment avec peut-être qu'on aura bientôt des prix du carbone qui seront intégrés et différentes contraintes qui vont vraiment exacerber ce besoin de penser différemment la logistique. Ok, super intéressant. Donc moi, ce que je note, c'est un aspect de premiumisation, ou en tout cas de qualité de service et de réduction des externalités qui peuvent être en même temps que le développement de projets, je veux dire, à visée multiple, comme cette notion d'espace de logistique urbaine, qui permettent de faire changer un peu la dimension de la logistique urbaine, que ce soit plus le parent pauvre d'une longue chaîne de logistique, mais qu'elle devienne en fait au centre du sujet à partir de la demande ou du besoin de livraison, ce qui est quand même assez en phase avec cette logique voilà, de raisonner sur la transition à partir de la sobriété, de l'efficacité et ensuite de la substitution. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, Héloïse et Christophe, on a les premières questions qui sont apparues dans la boîte de dialogue. Une première de Bart Sass. Ouais. Pourquoi ne pas encourager les réseaux nationaux, DHL, DPD par exemple, à mutualiser les tournées du dernier kilomètre? Je veux bien commencer sur cette question. Ouais. Et merci Bart pour cette question. Je ne sais pas si la réponse va vous plaire, mais moi j'irais même plus loin encore. On parlait mutualisation tout à l'heure, et pour moi un des leviers, ça serait même de mutualiser tous les flux. Et si on veut pousser la logique vraiment loin, il n'y a pas de raison de mutualiser seulement les flux de certains acteurs, et on pourrait dire que les livraisons e-commerce, par exemple à l'entrée d'une ville ou d'une grande agglomération, elles pourraient être mises en commun, classées par quartier, et ça pourrait être une option de mutualisation. Et je pense évidemment que la taille est extrêmement importante, et c'est pour ça que finalement des acteurs qui sont déjà de grande taille peuvent le faire en interne, en fait. Un DHL ou un DPD fait déjà ces logiques-là. Mais à terme, effectivement, une mutualisation de tous les flux peut être encore plus vertueuse. Donc oui, 2 fois oui. Christophe, tu as des choses à ajouter sur cette question ? Oui, la réponse d'Héloïse est très complète. En fait, la vraie difficulté derrière, hein, on le voit nous, c'est qu'y compris au sein d'un même groupe, parfois, les différentes entités ne mutualisent pas. Donc, en fait, y a quand même une notion de concurrence là-dedans qui fait qu'il y a une vraie complexité à mutualiser les flux, à encourager même la mutualisation des flux, parce qu'on le voit nous, pas nous directement, mais plutôt des acteurs extérieurs qui font partie du même groupe et sur lesquels il y a zéro mutualisation. Ouais. Donc, ça pourrait commencer par là, et en fait, ça se fait pas. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons économiques. Et souvent aussi, il y a des mauvaises raisons, je dirais, parce que je repense aux attentes consommateurs que tu as mises en avant, Christophe, au début de la présentation. On a eu toute une période où on pensait que la livraison rapide, express, était l'objectif par-dessus tous les autres, et on est clairement en train d'en revenir. Donc, on voit déjà que économiquement, c'est quand même très, très difficile à tenir, voire quasiment suicidaire. Et on voit aussi que les priorités des consommateurs, elles sont beaucoup plus complexes que ça. Et que ce soit économique, on sait que les consommateurs ne sont pas prêts à payer le prix d'une livraison express. Et ils sont aussi favorables à des solutions qui sont plus écologiques. Et dans cette optique, en fait, on voit qu'il y a une voie pour la mutualisation, parce qu'elle prend un peu plus de temps, mais elle permet aussi de réduire les coûts et l'impact environnemental. Donc, on voit que écouter les attentes des consommateurs de façon un petit peu plus fine aussi, ça devrait pouvoir permettre le développement de ce type de solution. Top. Et on a une question de Laurie Rotru, précise, très intéressante aussi, sur la typologie des flux logistiques. Et donc, c'est vrai qu'on a parlé plutôt des flux secs, carton,
carton Amazon, objet de loisir. Enfin, je schématise hein, vraiment très bêtement, mais qu'en est-il en fait des flux sous contrainte et en particulier des flux sous contrainte de température? Est-ce que vous avez quelques notions, quelques ordres de grandeur de taux d'échec, ou est-ce que par l'effet de cette contrainte, cette typologie d'activité s'est organisée de manière efficace? Alors, j'ai quelques éléments là-dessus. Dans la partie contrainte, il y a deux niveaux de contrainte, hein. Il y a le froid positif, le frais, le froid positif, et puis il y a le froid négatif, donc tout ce qui est surgélation. Aujourd'hui, nous, on arrive à opérer, par exemple, en froid positif, hein. Comment on fait? On a des systèmes, évidemment des chambres froides dans l'entrepôt fixe, mais après, les hubs mobiles, ils ont des systèmes à froid passif, en fait, dans lesquels on met des plaques. Voilà, ce sont des produits qui sont normés, hein, des grands containers, y compris le vélo cargo lui-même, dans sa remorque ou des cargos avant, sont des produits qui peuvent, on les a testés l'an dernier, en pleine canicule du mois d'août, avec des plaques tectiques. On arrivait à maintenir une température entre 0 et 6 avec des capteurs toute la journée. Donc, c'est possible sur du froid positif. Sur du froid négatif, là, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a très peu de véhicules, alors ne serait-ce que pour l'approche en ville, il y a très peu de véhicules 100% décarbonés qui arrivent à faire du froid positif ou négatif parce que ça consomme de l'énergie en fait de maintenir ce froid. Donc c'est une vraie difficulté. Le froid positif est une difficulté. Le froid négatif, aujourd'hui, il n'y a que des transports carbonés, plus ou moins carbonés, mais carbonés qui arrivent à le faire. Mais en tout cas, en dernier kilomètre, on arrive à faire du froid positif. On le fait pour des très gros clients, on livre des restaurants étoilés sur lesquels la chaîne est parfaitement maintenue, y compris l'été. Et pour compléter ce que tu dis, Christophe, sur le froid négatif, je pense que c'est aussi moins un problème parce que là, le temps joue avec nous parce que c'est aussi des produits de longue conservation. On n'est pas sur, on est beaucoup moins sur du périssable. Et du coup, ça permet justement d'attendre et de mutualiser et de faire partir un transport, certes carboné, mais uniquement quand il sera vraiment plein. Pour moi, c'est ça le levier sur lequel il faut jouer sur le froid négatif. Donc, le froid négatif permet plus d'efficacité, par exemple, aux dépens probablement d'une moindre urgence sur la nécessité de décarboner. De fait, plus d'un point de vue scope total, la surgélation n'est pas vertueuse en termes d'utilisation d'énergie de façon assez intuitive, mais en tout cas, si on utilise le fait que la longue conservation est permise par le froid négatif, si on l'utilise comme atout dans la livraison, déjà on peut limiter l'impact livraison des produits surgelés. Voilà. Alors, typiquement, cette question, je trouve, elle montre bien à quel point la problématique de la logistique urbaine est multidimensionnelle, extrêmement sophistiquée dès lors qu'on cherche des solutions intelligentes et des solutions durables, et dans un contexte de transition. Et peut-être pour terminer notre session, j'aimerais moi reprendre la parole pour vous poser une question. On sait dans le dernier rapport du GIEC, c'est une information qui a été publiée, que les 2/3, grosso modo, à grands traits, hein, des émissions mondiales concernent des émissions produites dans les villes et en périphérie des villes. Bon, c'est sans surprise, c'est une donnée qui est pas vraiment bouleversante, hein, qui est un peu intuitive. Et en même temps, pour ceux qui en font l'expérience parce qu'ils vivent en ville ou travaillent en ville, on voit également que l'espace urbain, c'est un espace extrêmement contraint et c'est un espace de convergence de multiples activités, de multiples enjeux. Et donc, du coup, se pose la question de la gouvernance des villes et la prise en compte à un niveau suffisamment stratégique des sujets de planification urbaine et de lien entre la planification urbaine et la logistique. Est-ce que vous, dans votre expérience, dans votre connaissance du terrain, vous avez quelques retours sur l'implication, soit l'amélioration de l'implication de la gouvernance des villes sur les sujets de logistique, ou des exemples vertueux que vous avez pu voir qui seraient des bonnes pratiques à diffuser?
C'est une vaste question là. Ouais, désolé, c'est la dernière juste avant le déj. On tient bon, on y est presque. Et là, en fait, alors la plupart enfin, tout le public en fait est quand même très très concerné et se mobilise sur le sujet, mais il y a un millefeuille d'acteurs possibles de la ville jusqu'à l'intercommunalité, jusqu'à la région, et il faut pas tout attendre. Il faut pas tout attendre du public. En fait, sur les infrastructures, oui, c'est clé. Il y a un certain nombre d'aides qui vont dans ce sens-là, les infrastructures cyclables par exemple aussi, voilà, les contraintes qui vont être mises en place, tout ça, ça va dans ce sens-là. On parlait, tu citais les chiffres, hein, Ahmed, l'estimation c'est 40 000 décès du fait de la pollution de l'air par an. Il faut mettre ça en perspective, il y a à peu près 3 000 décès par an routiers en France, donc c'est 10 fois plus de morts prématurées. C'est juste qu'on ne le voit pas, puisque c'est dans l'air. Voilà, si c'était du liquide et qu'on en avait plein les pieds, on se bougerait vachement plus vite. Mais c'est du gaz. Donc, en fait, les pouvoirs publics sont là pour nous aider. Ils le font. Nous, toutes les discussions qu'on peut avoir, voilà, avec la ville de Paris, avec les régions, ils vont dans notre sens. Mais en fait, il ne faut pas tout attendre d'eux. Et l'initiative privée, elle est là aussi pour démontrer que les modèles sont possibles et d'autres modèles sont possibles. Voilà, c'est comme ça aussi c'est par l'innovation qu'on démontre qu'il y a d'autres modèles possibles et qu'on peut faire de multiples sauts de puce qui nous permettront d'y arriver plus vite. Okay. Ouais. Pour moi, un des arguments, si je peux compléter ce que dit Christophe et qui est très juste, un des grands points sur lesquels il faut à la fois que les acteurs publics et les acteurs privés et aussi la société civile progressent, c'est vraiment de rendre le sujet de la logistique urbaine un petit peu moins émotionnel. Parce qu'on sait que, tu le disais, Ahmed, l'espace urbain, c'est un espace très contraint. Et du coup, on sait qu'il y a beaucoup de frustrations qui existent autour de ça, que ce soit sur le thème de la congestion. Moi, j'ai travaillé aussi beaucoup sur la mobilité urbaine. Et là, bon, les guéguerres entre cyclistes et automobilistes sont bien connus déjà. Je pense que ces voix ont besoin d'être entendues, et surtout, on a besoin d'un dialogue qui est hyper constructif et qui est hyper ouvert, que ce soit entre les différents échelons du public, parce que finalement, on parlait de stratégie nationale bas carbone. Les villes, qu'est-ce qu'elles en font, comment est-ce qu'elles peuvent se l'approprier. Déjà, il y a besoin de toute cette retranscription à tous les échelons de la transition écologique. Et aussi, on a besoin d'un sain dialogue entre la société civile et les entreprises, la société civile et le public, et aussi entre le public et le privé. Enfin, je pense, ça m'évoque de très loin aussi l'interdiction des trottinettes en free floating à Paris. On est sur un très bel exemple d'incompréhension massive, parce qu'on avait une innovation qui est vertueuse à plein de titres, qui de fait s'était instaurée de façon un peu sauvage, et du coup elle posait certains problèmes qu'il fallait encadrer. Et donc du coup, on est dans une situation où les entreprises ont proposé quelque chose. Les collectivités locales ont vu qu'il pouvait y avoir un problème, elles ont donné la parole à la société civile, et en définitive, pouf, on a une bonne destruction de valeur, alors que potentiellement, on avait quelque chose qui, bien encadré et un peu affiné collectivement, aurait pu être vertueux. Donc je pense que retirer des émotions et entrer dans des dialogues qui sont constructifs entre toutes les parties prenantes, ça permettra de progresser sur beaucoup de sujets. Qui est une recommandation qu'on pourrait faire sur à peu près tous les sujets d'investissement dans la transition énergétique. Absolument. J'ai l'impression je pense que dans tous les sujets possibles, il n'y a que le solaire en toiture qui génère pas de débat. Et encore. Ok, bon, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. C'était super intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en tout cas. Et puis, donc, on arrive à la fin de notre session. Cette session a été enregistrée, donc elle sera publiée, republiée, rediffusée. Et vous pourrez la partager à des gens qui n'ont pas pu assister à la discussion. Merci Héloïse, merci Christophe. Beaucoup de succès dans vos projets professionnels, et qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.